Bonjour à tous et à toutes. Merci. Bonjour. Avec Océane, on va vous présenter les nouvelles fonctionnalités, le nouveau designer Java par rapport à la partie Worky. Je vais juste laisser la parole à Océane préalablement et puis ensuite, on va vous présenter l'ensemble des fonctionnalités et on finira par une intervention d'Océane qui vous présentera ensuite et qui vous décrira les nouvelles fonctionnalités à venir sur ce nouveau designer. Je te laisse la parole, Océane. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis responsable produit Worky. Citizen aussi également pour ceux qui connaissent les autres produits Efalia. Et donc aujourd'hui, comme l'a dit Ludovic, je vais être là surtout sur la deuxième partie pour apporter des précisions produits et répondre à vos questions. Donc voilà, je laisse la main et je crois que Emma, Tout à oui, fait. je te laisse. Je vous laisse poser vos questions sur le chat à droite de votre écran pour que nos experts y répondent du coup en fin de présentation. Vous pouvez également mettre votre écran en plein écran avec l'icône qui se trouve en bas à droite. Et je vous souhaite une bonne écoute en compagnie de nos experts. Voilà, donc pour ma part, juste pour faire une présentation assez sommaire, je ne sais pas si l'ensemble des participants me connaissent, mais je suis chef de projet et j'interviens sur la partie Worky, en fait, sur l'accompagnement, de la réalisation et la mise en place de projets ou formation même sur les projets Worky. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui le nouveau designer avec les nouvelles fonctionnalités. Donc, je suis Ludovic Maltiro. L'objectif aujourd'hui de cette présentation n'est pas spécifiquement de vous faire une démonstration et de A à Z du designer, hein, parce qu'aujourd'hui on part du principe que vous connaissez déjà le designer. C'est juste une présentation aujourd'hui de la nouvelle interface et des nouvelles fonctionnalités et des nouvelles choses que cette interface peut vous offrir sur la partie de la modélisation et de l'automatisation. D'accord ? Donc, je vais partager mon écran afin de pouvoir passer sur cette intervention-là. D'accord ? Donc, je partage mon écran ici. Je vais partager ici mon écran. Je pense que tout le monde doit le voir. Je vais masquer ici. Alors, 2 petites secondes, c'est bon. On voit bien ton écran. C'est parfait. Alors, j'ai mis en place une interface pour pouvoir vous présenter en fait le nouveau designer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser un des navigateurs. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, le nouveau designer n'a pas forcément besoin ni de plugin, ni d'installation partielle sur la machine. On est aujourd'hui ouvert à n'importe quel type de navigateur du marché. Ma préférence à titre personnel, après, chacun fait en fonction des contraintes de son entité, de son entreprise pour laquelle vous travaillez, parce que des fois, il y a des choix qui sont imposés. Mais pour ma part, je vais utiliser Chrome pour la partie présentation du nouveau designer. D'accord ? Ici, donc j'ai créé 2 liens pour ne pas avoir à taper. En fait, ici, le lien URL pour accéder au designer. Et là, j'ai le lien pour accéder en fait à l'interface utilisateur de Worky, parce que j'ai une petite chose à vous montrer sur les nouvelles fonctionnalités qui sont mises à disposition. Donc, aujourd'hui, quand on clique ici, donc j'ai créé mon petit raccourci. Toujours la même chose qu'avec l'ancien designer, donc Adobe, on a la possibilité aujourd'hui de s'authentifier. D'accord ? On va saisir son login et son mot de passe et on va se connecter là. Alors, 2-3 petits mots juste aussi pour ceux qui vont se poser forcément la question, pourquoi ce changement de technologie ? Alors, je pense que pour ceux qui ont un petit peu suivi l'actualité d'un point de vue technologique, vous savez bien tous aujourd'hui que la partie Adobe On Air, donc la partie Flash, est une technologie qui a été arrêtée par l'éditeur. Donc, éditeur sur lequel notre socle technologique de modélisation aujourd'hui s'appuyait. D'accord ? Ce n'est pas pour autant aujourd'hui que cette technologie-là est complètement arrêtée, elle n'évolue plus. Néanmoins, on a conservé aujourd'hui le modélisateur Flash, tout simplement parce qu'il y a des fonctionnalités aujourd'hui, comme celle de la cartographie et du modèle abstrait, qui sont toujours persistantes, ainsi que la documentation, Word au format HTML qui est toujours possible. Et donc, aujourd'hui, les 2 designers peuvent être utilisés. Néanmoins, lorsque vous allez utiliser le designer Java,
La particularité, c'est que les projets que vous allez migrer, vous les migrez une fois et vous ne pouvez plus après revenir en arrière. D'accord? Donc, je vais vous commencer peut-être par vous présenter l'ensemble de ces fonctionnalités-là. D'accord? Et vous expliquer en fait dans le moindre détail comment est-ce qu'on migre un projet et comment est-ce qu'on rapatrie un projet déjà à partir de la plateforme Flash. Donc ici, on accède ici, on a une interface relativement simple en termes de visualisation, hein, pour des raisons de rapidité et aussi de facilité d'accès aux informations, donc c'est plutôt une bonne chose. Lorsqu'on clique ici sur les 3 petits traits qui se succèdent, vous avez ici projet, et parmi le projet, vous avez nouveau, donc pour créer un nouveau projet, donc ça ne change pas. Ouvrir un projet existant sur les projets Java déjà existants, ou bien importer un projet Workey. Lorsqu'on clique ici sur importer un projet Workey, en fait, on va scruter l'ensemble des WKY, des projets sauvegardés en local sur la machine ou sur un espace disque, peu importe, et on va sélectionner le bon projet, on va faire ouvrir et on ouvre le projet. D'accord? Ça, c'est une des premières possibilités. Deuxième possibilité, logiquement, si votre designer est installé sur le même serveur sur lequel il y a le designer Flash, vous avez la possibilité ici d'aller récupérer une sauvegarde Workey. D'accord? Donc cette sauvegarde Workey aujourd'hui, ce sont l'ensemble des sauvegardes qui ont été faites sur le designer Flash. Pour ceux qui ne comprennent pas, je me permets juste d'ouvrir le designer Flash ici pour que vous compreniez que là, quand je me connecte, ici, et quand je fais fichier ouvrir ici, j'ai un ensemble de projets qui ont été sauvegardés sur le serveur lui-même. C'est ces projets-là ici qu'on peut importer depuis la plateforme Java. D'accord? Lorsqu'on fait ce travail-là, ici, d'aller chercher en fait un projet, il va nous demander si la migration, on veut bien la réaliser. Donc on met oui, on met non. Donc là, l'objectif est quand même de cliquer sur oui. Il va faire un travail pour pouvoir migrer le projet dans sa globalité. D'accord? Donc là, le projet a été rapatrié tel qu'il existe sur la partie Flash. D'accord? Le projet que vous avez ici, lorsque vous allez l'enregistrer, ici, vous pouvez soit le remplacer, d'accord, soit en créer un nouveau. Il vous pose la question. Si vous faites non, à ce moment-là, vous avez la possibilité de faire enregistrer sous, vous enregistrez sous un... Ça ne change pas, mais vous enregistrez sous un nouveau nom. D'accord? L'objectif ici de ce qu'on a aussi, chose qui est quand même importante à vous préciser, le projet, une fois qu'il est migré, il est et il persiste et il restera dans la version Java, comme je vous précisais, mais néanmoins, il existe toujours sous l'interface Flash. Donc, si vous avez besoin et si vous revenez ici pour ouvrir l'interface Flash et que vous revenez à nouveau vous identifier là, vous avez la possibilité ici de retrouver le projet dans l'état initial qu'il était avant la migration. Donc, en quelque sorte, une duplication a été faite. Vous voyez, ici, j'ai été récupérer ce projet-là du 25/11/2020 à 21h44. Donc, je le reconnais par rapport aux attributs de la sauvegarde que j'ai récupéré de l'autre côté. Donc, le projet, lui, il est toujours ici, présent, dans l'ancien designer. D'accord? Donc, une fois qu'on est ici, maintenant, je vais dire 2-3 petits mots sur la partie de l'ergonomie, parce que c'est quand même important. La préoccupation principale aujourd'hui de nos équipes de développement et de nos équipes produits a été de proposer une interface quand même relativement à la fois stable, rapide, mais aussi identique d'un point de vue ergonomique à ce que vous connaissiez déjà et ce que vous aviez déjà avec l'ancien designer. D'accord? Donc, globalement, qu'est-ce qui change sur cette version-ci? Une chose ne change pas. Alors, pour ceux qui se posent la question, mais alors ça, c'est vraiment très propre à une fonctionnalité pour nos anciens clients, c'est que vous avez la possibilité de migrer des versions, mais des versions V5. D'accord? Là, je vous ai montré comment on rapatriait des projets qui existent depuis la V6 jusqu'à la V7, et on peut ici faire un import, tel que je vous ai montré là. D'accord? Il est aussi possible de faire une migration de projet, et cette fois-ci, on récupère un XML qui est produit par les designers V5. Alors, pour ceux qui connaissent la V5, bien entendu. Donc, cette fonctionnalité-là, elle existe toujours, et elle est toujours présente. Donc, il ne faut pas que ça perturbe pour les nouveaux clients qui ne connaissent pas la V5, mais cette fonction de migration-là, elle est vraiment spécifique à la V5. D'accord? Juste un petit mot là-dessus. Sinon, parmi les nouveautés que vous avez ici,
en fait, aujourd'hui, sur le nouveau designer ici Java, contrairement au designer Adobe, vous ne pouvez travailler que sur un seul projet. Personnellement, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça évite en fait des erreurs d'attribution ou des erreurs de création d'objets. Parce que souvent, les clients ont tendance à travailler sur 2-3 projets en même temps et ils sont en train de créer des projets. Ils créent des attributs, des formulaires, des champs, et des fois, ils se trompent sur le projet sur lequel ils sont positionnés parce qu'ils avaient énormément de projets ouverts. D'accord? Donc là, on peut ouvrir qu'un projet à la fois, ce que je trouve qui n'est pas plus mal. D'accord? Donc ça, c'est plutôt intéressant. Que vous dire de plus parmi les nouveautés qu'on a ici sur le designer Java? Mais ça, je pense que Océane vous en dira un petit peu plus à la fin de ma présentation. Le modèle abstrait n'a pas été répercuté ici sur le designer Java. Il y a une raison simple à cela, bon, peu importe, mais déjà au-delà même des raisons, je laisserai Océane vous expliquer. Mais en tout cas, le designer aujourd'hui a été simplifié et il est orienté sur l'automatisation. Donc les aspects fonctions, sous-fonctions, matrices, matrices de Rassi ou autres types d'éléments dédiés purement à la cartographie des processus, aujourd'hui, il n'est pas présent, il n'existe pas dans ce nouveau designer. D'accord ? Néanmoins, ce n'est pas un problème parce que de toute manière, les projets de cartographie et les projets d'automatisation, sachez-le, ne sont jamais modélisés de la même manière. Et pour ça, aujourd'hui, on peut continuer à perdurer et à modéliser ici sur ce designer-là. Et néanmoins, la partie automatisation, on la fait ici. D'accord ? Les modèles conceptuels, entre ce qu'on automatise et entre ce qu'on cartographie, même si c'est pour un même projet ou pour un même processus, ne sont jamais modélisés de la même manière puisque les attentes ne sont pas les mêmes. D'accord ? Donc, ce n'est pas réellement gênant. Que vous dire de plus là-dessus? Donc, aujourd'hui, on va un petit peu découvrir ce modélisateur-là. Donc là, j'ai importé ce projet-là. Donc, vous voyez, on retrouve toujours ici les mêmes objets qu'on retrouve dans un projet classiquement et dans un design working. Vous avez ici le processus qu'on peut éventuellement créer. Donc là, la nouveauté, c'est qu'on peut le créer ici depuis l'arborescence, hein, d'accord? Juste en cliquant une fois sur le bouton plus. Vous avez ici l'objet document avec son état qui est associé, d'accord? Vous avez ici la procédure, toujours avec la petite flèche qui descend vers le bas. Donc là, si vous appuyez par exemple sur la touche CTRL, enfin sur la touche plutôt Shift, et que vous double-cliquez ici, 3, excusez-moi. CTRL, donc je double-clique avec la souris, je peux rentrer en décomposition, d'accord? Donc ça, c'était déjà présent sur l'ancien designer, rien d'extraordinaire. Vous pouvez aussi néanmoins cliquer et sélectionner l'objet, et ensuite procéder à une décomposition à partir d'ici, d'accord? Voilà, aujourd'hui, les fonctionnalités standards ont été conservées, d'accord? Donc si je viens ici et que je rentre en décomposition ici, sur ma modélisation, je retrouve là les rôles, ça n'a pas changé fondamentalement par rapport à l'ergonomie, donc ce qui est quand même rassurant en soi, hein, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on passe d'un designer à un autre, ce qui est quand même rassurant, c'est que les clients qui ont été formés sur l'ancien designer n'ont pas forcément besoin de formation complémentaire pour utiliser celui-ci. D'accord ? C'est que ça reste quand même relativement proche. Donc, je vais axer surtout ma présentation sur les nouveautés. On retrouve toujours ici le formulaire qui est là. On retrouve ici l'opération. Les règles sont ici visibles. Les fonctionnalités standards telles qu'elles existaient existent toujours. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement masquer ou démasquer en fait le nom des formulaires à l'écran. Vous avez toujours ici la petite map qui vous permet de vous déplacer géographiquement sur un modèle conceptuel. D'accord ? Bon. C'est quelque chose que beaucoup de clients utilisent. Personnellement, je ne l'utilise pas. Bon, comme je vous explique toujours en formation pour ceux que j'ai formés, en général, on essaie de se tenir à 15 ou 20 objets, voire 25 maximum d'objets graphiques sur une page graphique, d'accord, sur une procédure. On essaye de ne pas aller au-delà. Et on essaye de faire en sorte que les objets ne se chevauchent pas et ne se croisent pas. C'est juste une question de lisibilité. D'accord ? Donc ça, c'est ce que j'essaye aujourd'hui de transmettre comme savoir au niveau de mes formations. Donc si vous avez plus ou moins suivi et respecté
les consignes qui vous ont communiquées lors des formations, normalement, vous n'avez pas forcément besoin de normalement faire appel en fait, à cette fonction de la map, d'accord? Sauf si votre projet exceptionnellement est très important, et dans ce cas-là, vous y trouverez quand même une utilité. D'accord? Donc aujourd'hui, là-dessus, 2-3 petits mots, donc c'est sur les nouveautés qu'on a. Quand vous allez cliquer sur un des objets, alors les composants, vous avez vu, comme je vous disais ici, ça ne change pas. Et par contre, si vous venez cliquer ici sur un objet, par exemple formulaire, ou sur un objet ici de type rôle ou opération, on va retrouver ici des items qui sont assez identiques sur l'ensemble des objets. Alors certains seront plus complets que d'autres. Si je vais ici sur mon formulaire, vous voyez qu'ici j'en ai 6. Là, ici, si je vais sur mon opération, j'en ai plus que 4. Et sur mon rôle, j'en ai que 3. Ces items, ce sont quoi? Ce sont les fonctions générales et les propriétés de l'objet en général. D'accord? Donc parmi celles-ci, on retrouve souvent le libellé et le nom interne. D'accord? Donc c'est des fonctionnalités qui ne changent pas. Vous pouvez ici déterminer le formulaire de lecture lors d'un rôle. Donc ça, c'est pareil, ça ne change pas. La seule chose qui change, c'est l'ergonomie, puisqu'ici, on nous demande de choisir le formulaire en question. D'accord? Et ensuite, ici, on détermine la typologie du rôle sur lequel on est en train de travailler, et en fonction si c'est un agent privé ou public, et bien derrière, on définit sa périodicité en heure ou en jour pour que l'agent technique de la console d'administration puisse être cadencé en fonction de la périodicité choisie. On a ici le formulaire. Ce formulaire-là, en fait, vous voyez ici, on retrouve exactement les mêmes items ici, d'accord? Donc général, description, aide et information. La différence, c'est qu'on a plus d'items, puisque dans un formulaire, on va spécifier davantage d'éléments, d'accord? Je ne vais pas forcément tous vous les citer, mais vous voyez ici dans la partie générale, le contenu est légèrement différent de celui d'un rôle ou d'une opération, mais en tout cas, on fait en sorte que les libellés, les noms techniques et les informations, on va dire, les plus communes et les plus courantes, telles que ça existait déjà sur la partie Flash, soient répercutées sur l'onglet général. Vous avez ensuite ici, pour les documents, l'onglet état. L'état, c'est la situation, le dispositif dans lequel un document est placé à un moment donné. Donc, ce qui veut dire, et ça, je pense que vous le savez tous, un état d'un document va être altéré ou changé à partir du moment où une opération est réalisée dessus. Une opération va induire obligatoirement un changement d'état. Et obligatoirement, on peut avoir plusieurs états si éventuellement le rôle en question peut prétendre à plusieurs décisions sur le document. Comme ici, le valideur, il va dire que c'est accepté, refusé ou complété l'information. Donc, obligatoirement ici, on va avoir quoi? On va avoir ici, dans cette partie-là, ici, les états qui sont là, d'accord? Les états sont en surbrillance en bleu pour les états système. Et ensuite, derrière, on va avoir ici les noms internes qui sont correspondants aux états. Vous avez ici le libellé visible de l'état. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le libellé visible, c'est tout simplement le libellé qui est accessible aux utilisateurs lorsqu'ils créent le document, lorsqu'ils accèdent au document dans une vue ou lorsqu'ils vont le consulter. Le nom interne et le nom technique est inscrit en base de données. Et tout ça, bien entendu, aujourd'hui, ne change pas. D'accord? C'est pareil comme pour le rang. Donc, ces états-là ici, ce sont ceux qui existent ici. Je peux rechercher un état, ici, au travers de la loupe, pour voir si l'état n'existe pas, déjà. Donc, par exemple, si je fais ici, voilà, il va rechercher les états en fonction des premiers caractères trouvés. D'accord? Donc, à ce stade-là, les choses qu'on peut éventuellement faire, c'est qu'on peut renommer ici un état, ou on peut rajouter un nouvel état. Donc ça, ce sont des choses qui existaient déjà, d'accord, au niveau du formulaire. Vous avez ici, donc, sur votre droite, les formulaires. Donc ça, c'est pareil, ça ne change pas. Vous avez l'ensemble des formulaires aujourd'hui ici qui sont disponibles. Et parmi ces formulaires, vous pourrez en créer un nouveau. Ou bien, vous pouvez rattacher un formulaire non utilisé. Parce qu'il y a, dans certains cas de figure, je vous en montrerai un tout à l'heure, qui maintenant va devenir quand même de manière, enfin, qui peut arriver de manière assez fréquente. Mais dans certains cas, lorsque vous faites une duplication ou la création d'un nouveau formulaire depuis l'arborescence, il se peut que le formulaire ne soit pas directement rattaché au formulaire, au document initial. Et dans ce cas-là, on a un travail à faire qui est celui d'aller rattacher le formulaire inutilisé. C'est des fonctionnalités qui existaient déjà, mais aujourd'hui, elles sont ergonomiquement un petit peu plus accessibles.
Sur votre droite, vous avez le petit symbole que vous voyez ici, base de données, qui représente en fait les connecteurs aujourd'hui qu'on peut éventuellement créer depuis la modélisation, d'accord? Donc ça, c'est pareil, ce sont des choses qui ne changent pas. Voilà, vous voyez ici, ça ne change pas, l'ergonomie reste la même, d'accord? Et ici, vous avez la description avec le menu d'aide, qui pareil, ce sont des informations ici que vous pouvez éventuellement remplir et définir, et les informations techniques associées. D'accord? Voilà pour cette partie-là. Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, si par exemple, vous avez besoin aujourd'hui de faire ici, à ce stade-là, alors je vais venir là, alors 1, 2, 3. Si vous voulez aujourd'hui faire ici une impression aujourd'hui d'un graphe, parce que je vois que j'ai eu la question, je crois que c'est Serge Lançon, si je ne m'abuse, qui a posé la question, quelles sont les possibilités d'impression de graphe? Aujourd'hui, on a la possibilité de faire des impressions classiques, c'est-à-dire une impression écran. D'accord? Néanmoins, Océane va vous expliquer tout à l'heure qu'il y a un travail effectif qui est en train d'être réalisé là-dessus, pour que derrière, on puisse faire des exports de manière ciblée, pour pouvoir récupérer l'ensemble des copies d'écran voulues, et pour pouvoir les utiliser dans les cadres d'une spécification, d'une documentation ou autre. D'accord? Donc cette partie-là, ici, vous avez la possibilité de pouvoir le faire. D'accord? Donc, une fois que vous avez fait ça, en fait, donc comme je vous ai expliqué ici, vous avez l'ensemble de ces informations-là. Donc tout ça, toutes ces informations-là n'ont pas fondamentalement changé. D'accord? Qu'est-ce qui a changé là-dessus? Sinon, ce sont tout simplement aujourd'hui l'ergonomie de certains aspects. Je vais peut-être vous montrer ça ici. Vous voyez, là, quand je suis sur un formulaire, je peux éventuellement ici faire édition. Et là, la fenêtre aujourd'hui du script TestTalk a quelque peu changé de tête. Fondamentalement, elle reste assez similaire à ce qu'on avait. La seule chose qui va changer ici, ce sont les objets. D'accord? Pour ceux qui connaissent, c'est quelque chose qui existe déjà dans la partie Adobe. Mais par contre, ce qui change aussi beaucoup, ce sont ici les fonctions qui ont été beaucoup plus détaillées, et il en existe beaucoup plus ici sur les fonctions S-Talk. D'accord? Donc une documentation, je vous en parlerai en fin de séance, une nouvelle documentation a été mise en œuvre justement pour ce nouveau designer. D'accord? Voilà pour cette partie-là, donc sur l'interface et sur ces parties-là au niveau des interfaces. Autre chose aussi qui n'a pas changé, mais qui, je trouve, est quand même mieux faite et mieux réalisée que sur l'ancien designer Flash, c'est le menu de la recherche. Aujourd'hui, vous avez la possibilité, ici, de faire une recherche, et cette recherche, surtout, elle existait déjà avant, attention, mais par contre, la recherche aujourd'hui sur le designer Java est quand même beaucoup plus pertinente. Là, par exemple, ici, je peux faire une recherche sur, par exemple, demandeur. D'accord? Je peux taper ici le terme entier. D'accord? Ici. Hop. Alors, il faut que je sois présent ici. Alors, je n'ai peut-être pas forcément ici. Je cherche un terme sur lequel j'ai. Par exemple, je vais faire date. Je peux commencer à taper les premiers caractères. Demandeur, je n'avais pas forcément le champ qui existait, donc il me l'a trouvé nulle part. Donc, j'ai été dans un formulaire tout simplement pour voir ce que je pouvais rechercher. Donc ici, là, l'objectif, c'est de pouvoir faire des recherches. Il faut savoir que des fois, sur l'ancien designer Flash, on faisait des recherches sur des termes qui existaient dans la modélisation, ils ne nous les remontaient pas forcément. Donc là, on a fait des efforts sur la recherche pour pouvoir avoir une recherche relativement pertinente et rapide, quasi immédiate, afin qu'on puisse la retrouver ici et que l'accès sur, les formulaires et la modélisation soit quasi instantané, avec une surbrillance qui est persistante. D'accord ? Avant, quand on cliquait ici sur la recherche, le focus était fait, mais disparaissait quasiment instantanément. Là, quand on clique dessus, vous avez vu, le focus est conservé, donc il y a un effort ergonomique, et surtout sur la pertinence qui a été faite là-dessus. D'accord? Pareil, Océane va vous expliquer un petit peu quelles sont les évolutions à venir sur cette fonction de la recherche. Ensuite, maintenant, je vais commencer à vous parler un petit peu des nouvelles fonctionnalités de ce designer-là, qui sont relativement intéressantes, surtout pour les populations qui modélisent et qui modélisent du volume tel que, par exemple, alors ça peut être nous, mais ça peut être, on a aussi beaucoup de clients qui le font,
D'accord? Alors, excusez-moi 2 petites secondes. C'est aujourd'hui la possibilité de pouvoir copier-coller, enfin, du moins dupliquer des objets. Parce que le copier-coller, alors je rectifie ce que j'ai dit, la copie, enfin, copier-coller un objet aujourd'hui dans un graphe de modélisation, ça n'existe pas. D'accord? Pour des raisons assez simples, hein. Aujourd'hui, chaque objet a un identifiant technique et cet identifiant technique est unique. Néanmoins, je vais vous prendre un exemple. Lorsqu'on est ici sur une modélisation, alors je vais vous prendre une modélisation un petit peu plus simple que celle-ci. Je vais fermer le projet, d'accord? Pour que tout le monde puisse comprendre. J'ai préparé ce petit modèle-là. J'ai préparé ici cette modélisation qui est là, d'accord? Et ici, vous voyez, j'ai remplir, valider. Et imaginons qu'ici, j'ai l'approbateur qui doit approuver la demande. Cette approbation, pour ceux qui connaissent déjà, d'accord, la plupart du temps, elle va se faire par le biais d'un nouveau formulaire. Vous voyez qu'ici, j'ai remplir la demande d'achat. Là, j'ai à nouveau remplir la demande d'achat, mais ici, je vais avoir besoin d'un nouveau formulaire. Préalablement, avec le designer Flash, ce qu'on faisait, c'est qu'on était obligé de créer un nouveau formulaire et ensuite de rapatrier tout le contenu. Parce que vous savez bien qu'aujourd'hui, un formulaire, c'est une succession de sections qui vont s'enchaîner avec des modifications de droit sur ces sections pour dire qui a le droit de lire ou de ne pas lire, ou voir ou ne pas voir les différentes sections. Et bien, dans un souci de temps, et dans un souci aussi de gain de temps et de ne pas avoir de redondance ou d'action chronophage à faire sur le projet, surtout qu'on a des formulaires qui ont des volumes et très importants. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire des copier-coller. D'accord? Là, par exemple, je peux dupliquer ici mon formulaire. Ce formulaire que j'ai dupliqué ici, je peux venir là et je peux le renommer. Et au lieu de dire que c'est remplir l'ADA, je vais mettre ici, c'est valider l'ADA. D'accord? Je n'oublie pas de lui associer le document, parce que forcément, comme c'est une duplication et qu'elle est faite depuis l'arborescence, sinon il ne reconnaît pas le document dans lequel il est présent. Donc pour l'associer au graphe, c'est indispensable de faire cette opération-là. Et ici, comme j'ai créé valider l'ADA, et bien maintenant, si je le souhaite, j'ai récupéré le contenu que j'avais ici, déjà, dans le premier formulaire, à l'identique, et libre à moi maintenant d'ajouter une nouvelle section avec les différents composants, où je vais mettre ici approuver la demande. D'accord? Et ensuite ici, donc approuver la demande, libre à moi aussi de positionner ici des champs au travers d'une table, qu'elle soit simple ou qu'elle soit dynamique ou simple. Là, par exemple, je crée ici une table avec 4 composants. Je profite de l'occasion pour vous montrer aussi une nouvelle fonctionnalité. Et là, ici, dans le designer, j'ai la possibilité ici de mettre, par exemple, un champ, d'accord, ici, que je vais appeler, par exemple, champ A. Et ensuite, ici, de mettre un champ que je vais appeler champ B. D'accord? Alors, vous avez vu, ici, j'ai rapatrié les champs dans une césure que j'ai réalisée. Alors, la césure, c'est la segmentation de la table que je vais réaliser. Donc, j'ai fait une césure à 4 colonnes. Et dans ces 4 colonnes, j'ai positionné le champ A et le champ B, chacun aux extrémités au niveau du formulaire. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est propre et spécifique au nouveau designer. C'est-à-dire que lorsque je vais déployer ici le processus, excusez-moi, j'ai dû oublier forcément ici de terminer mon processus qui est là. D'accord? Donc, je vais faire ici. Capturer. Voilà. Je déploie mon processus et quand mon processus a été déployé, obligatoirement, si je viens ici et que je crée ma demande d'achat, regardez, je vous prends quelque chose d'assez proche, mais globalement, il est capable de me resituer
directement les champs en fonction de la césure et de l'emplacement que j'ai mis au niveau du designer. D'accord? Préalablement, ça, ce n'était pas possible. Certains de nos clients voulaient mettre ça en place ou voulaient le réaliser. En V5, il fallait passer par des champs masqués et des champs vides. Et en V6, pour pouvoir faire ça, il fallait pouvoir passer par une feuille de style avec le designer Flash. Aujourd'hui, c'est du natif. D'accord? C'est quelque chose qui est assez pratique. D'accord? Autre chose, et je continue dans ce qui est pratique, c'est que vous voyez ici mon formulaire A, mon formulaire B. Pour continuer ma petite explication, maintenant je peux venir là et venir ici ajouter le formulaire avec les nouvelles propriétés, avec les nouvelles sections. Alors c'est très important ce que je vous montre là. Alors dans un modèle aussi simple que ça, le bénéfice, il est ridiculement petit, d'accord? Mais dans un formulaire aujourd'hui, comme on a chez certains clients, d'accord, où on a une vingtaine, trentaine ou quarantaine de sections sur un formulaire, ça arrive, hein, d'accord? Bah, si on doit refaire ce formulaire-là dans une étape suivante avec une section en plus, plutôt que de recommencer tout le formulaire, on va juste faire une duplication et recréer une nouvelle section telle que je viens de le faire là. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est relativement intéressant. Alors, bien entendu, si on peut faire une duplication d'un formulaire, dites-vous bien que quelque chose qui est aussi très intéressant, et là, je pense que ça va en intéresser plus d'un, moi, le premier, quand j'avais vu ça, c'est qu'on peut aussi dupliquer une procédure. D'accord? Encore une fois, il ne fait pas une copie, il fait une duplication. Donc, si on a une procédure qui est identique à la première et qu'il n'y a qu'une opération supplémentaire ou un rôle en plus ou un rôle en moins, on duplique la procédure, on la renomme telle que je viens de faire là, je ne vais pas le refaire, hein, mais telle que je l'ai fait là pour le formulaire, et ensuite on a juste à renommer les éléments qui sont nécessaires. En l'occurrence, vous avez vu que là, par effet de redondance, il reprend les mêmes rôles, puisque les rôles peuvent être uniques, hein, et un rôle peut intervenir à plusieurs endroits dans la modélisation. Il reprend les documents, d'accord? Il reprend aussi les états, après libre à vous de changer les états, et il reprend aussi les opérations, mais cette fois-ci, les opérations, il les distingue bien par rapport aux opérations initiales, puisqu'une opération, principe d'unicité d'objet, doit être unique, et donc là, tout ce que vous avez à faire, c'est éventuellement renommer l'opération. Si vous voulez que le libellé reste le même, bah, vous changez ici, et derrière, là, la seule chose que vous faites, c'est qu'ici, vous mettez remplir de, et vous faites ça pour l'ensemble de toutes vos opérations. D'accord? Donc, ce sont des choses aujourd'hui qui permettent de gagner énormément de temps, surtout sur des projets où le contenu est assez important. D'accord? Autre petite chose aujourd'hui, mais qui n'a pas fondamentalement changé, pour ceux qui peuvent se poser la question, même si je crois que je n'ai pas encore eu la question, enfin je suis désolé, pour ceux qui sont sur le chat, je ne peux pas vous... Enfin, j'ai du mal à lire le chat et à, bien entendu, vous faire la présentation en même temps, donc je prendrai connaissance à la fin des différentes questions que vous m'avez posées. Mais globalement, je ne sais pas si j'ai eu la question ou pas, mais ce qu'il faut aussi vous expliquer là-dessus, c'est que aujourd'hui, fondamentalement, les vues embarquées dans ce designer-là, le comportement, la construction et la mise en place d'une vue embarquée n'a pas changé. La seule chose qui change, c'est que les vues embarquées aujourd'hui apparaissent ici dans le graphe. D'accord? Alors, ce n'est pas parce qu'elles apparaissent qu'aujourd'hui le comportement change, sachez-le. Je vais vous montrer un projet dans lequel j'ai une vue embarquée qui est déjà ouverte. Je vais prendre ici la vue embarquée de 11h45. Voilà. Elles apparaissent ici, sous les règles. Et l'avantage d'avoir une vue embarquée qui apparaît directement sur le graphe, ici, enfin du moins sur l'arborescence, c'est de ne pas avoir à la rechercher parmi la multitude de graphiques qu'on a sur des projets plus ou moins conséquents, et de venir directement et de pouvoir faire les modifications en live. D'accord? Donc, elle apparaît ici, mais néanmoins, sa phase de construction et sa manière de la construire, je vous rassure, elle n'a pas changé. Voilà, donc là, sur cette partie-là, il me semble que je n'ai rien oublié. Voilà, pour vous expliquer aujourd'hui comment se passe et comment est aujourd'hui le designer Java. Il faut savoir qu'il y a d'autres nouvelles fonctionnalités, d'autres nouvelles choses qui vont arriver. Je vais me permettre juste de prendre connaissance des questions que vous avez posées sur le chat.
Alors, j'ai vu qu'on a une question sur Océane, tu es là? Oui. Oui. J'ai vu qu'il y a une question sur certains processus sont déjà. Je vois qu'il y a Myriam qui a posé une question où il y a certains de ces processus ont été déjà migrés vers l'ancienne version de Worky Designer. Il y a d'autres non depuis la V4. Comment faire pour migrer tous les projets sur ce nouveau designer? C'est relativement simple. C'est des choses qu'on a l'habitude de faire. Oui, Océane? Oui. Avant de répondre aux questions, je pensais apporter quelques précisions qui peuvent répondre à ces questions et du coup préciser par rapport à ça. Justement, est-ce que tu avais terminé, Ludovic, sur la partie présentation? Je crois que j'ai tout vu, sauf s'il y a des choses... non, je pense que je n'ai rien oublié. Donc non, je pense qu'on a tout montré là-dessus, sur les nouvelles fonctionnalités et la nouvelle interface. Je t'en prie. Super. Et bien du coup, pour répondre, donc ça va répondre à la première question, ce qui concerne les migrations. Aujourd'hui, on a migré les premiers clients, on a accompagné certains premiers clients pour migrer du designer Flash au designer HTML. Donc le premier prérequis, c'est une montée de version du moteur. Donc c'est de venir sur la dernière version de Worky, qui est la 6.12 aujourd'hui. Et en fait, notre retour d'expérience aujourd'hui nous permet de vous apporter une réponse qui, la première, c'est toutes les personnes, enfin tous les clients qui ont modélisé leur processus en V6. Donc, ils ont commencé Worky avec la V6. Ils peuvent d'eux-mêmes migrer leur projet sans difficulté apparente. Donc ça, vous pouvez être complètement autonome là-dessus. Le seul petit hic, c'est au cas où si vous avez pour faire du JS, si vous avez utilisé autre chose que la bibliothèque de WKYJS, vous pouvez avoir quelques petites surprises et donc il faut être vigilant sur ce point-là. Sinon, il n'y a pas de problématique apparente sur ce point-là. Pour tous ceux donc pour tous les clients V5 ou antérieurs à la V5 qui ont effectué une migration vers la V6 et qui voudraient maintenant migrer vers la V7. En fait, ce que nous, on préconise, c'est de vous faire accompagner chez nous par une migration, donc de faire une étude de charge et de vous faire accompagner par nos experts, aussi bien un projet que R&D, pour pouvoir vous aider dans ce parcours. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait... en fait, le fonctionnement entre la V5 et la V7 est très différent et il y a un nouveau fonctionnement du moteur et donc du coup, il faut que vous soyez accompagné sur ce projet-là. Donc là, dans ce cas-là, je vous invite à vous rapprocher du commercial avec lequel vous êtes en charge pour qu'on puisse faire une étude de charge et vous accompagner sur ce projet. Je peux me permettre d'ajouter un mot, Océane, oui, bien sûr. À ça. Je fais partie de ces équipes-là. Et là, dans le cadre de la V4, ce qu'Océane dit là est très important parce que, en fait, il y avait des choses qui étaient autorisées en V4, par exemple, comme les noms des objets système qui étaient où on pouvait intégrer des espaces ou des caractères spéciaux. Ce n'est plus possible aujourd'hui pour des raisons de stabilité de la plateforme et base de données, sur les nouvelles règles des bases de données. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, lorsque vous allez faire une migration de V4 vers la V7, il y a des étapes à respecter, déjà de les migrer de V4 à V5 et ensuite de faire un export d'XML qui pourra être récupéré ici depuis ce designer ou depuis le designer Flash. Donc, il y a plusieurs étapes à respecter et une étude préalable à faire pour savoir si vous n'avez pas de spécifique ou s'il n'y a pas d'éléments qui peuvent être bloquants sur une telle migration puisque le delta est quand même assez important. Ça, c'est classique chez tous les éditeurs aujourd'hui, pas forcément nous, quand vous avez conservé en fait une ancienne version pendant pas mal de temps et qu'il y a plusieurs versions intermédiaires qui sont sorties entre, il faut faire une étude de faisabilité et de réalisation d'une migration pour savoir si éventuellement tout peut bien se passer, surtout lorsqu'il y a des éléments en production. Donc, il faut impérativement vous rapprocher de vos commerciales et procéder à une étude là-dessus avant de faire quoi que ce soit. Tout à fait. Et pour répondre à la question de Serge, donc la migration de V6 à V7, si vous avez débuté vos projets en V6, oui, vous sur la V7, donc il faut migrer sur effectivement le moteur sur la dernière version, mais vous pouvez être autonome. Par contre, si vos projets sont originaires d'une version antérieure à la V6, alors et même si vous êtes passé de V5 à V6,
on vous recommande quand même de faire une étude de charge et de spécification parce qu'en fait, il y a certains prérequis quand on est passé de la V5 à la V6 qui n'ont pas été restreints, donc comme l'a dit Ludovic. Et donc, du coup, quand vous allez passer de la V6 à la V7, vous allez avoir ce type de problématique. Ainsi que les connecteurs spécifiques qui a été fait, pour précision, voilà. Parce que je pense savoir la personne qui pose la question, et donc je crois que vous êtes dans ce cas de figure-là où il y a des connecteurs spécifiques qui ont été faits dans le cadre de vos projets, de manière générale. Donc là, il faut éventuellement aussi se pencher là-dessus pour que derrière, la migration puisse être effective sur l'ensemble des composants existants. Voilà, j'espère que, en tout cas, ces réponses sur la migration vous ont apporté vos réponses. Si jamais, n'hésitez pas à compléter et à poser plus de questions. Ah oui. Donc, s'il y a une autre question, migrer le designer Flash vers le designer HTML. En fait, c'est exactement ça. C'est que c'est vos projets qui vont être. C'est pas le designer qui va être migré, c'est vos projets que vous allez venir importer dans le nouveau designer HTML. Et donc, en ce sens, comme le disait Ludovic, si vous importez un projet dans le nouveau designer et vous faites des nouvelles modifications, vous ne pouvez pas le rebasculer dans le Flash après. Toutes les nouvelles modifications, du moins, ne seront pas effectives dans le designer Flash. Du coup, ce qu'on recommande pour les personnes qui ne peuvent pas migrer tout de suite, qui ont besoin d'une étude de charge, c'est de conserver le designer Flash, donc avec Worky On Air, pour pouvoir l'utiliser sur les projets existants. Tout nouveau projet, de le démarrer avec le designer HTML, ça, il n'y a aucun problème. Si vous avez de nouveaux projets, vous pouvez tout à fait le faire avec le nouveau. En attendant de vous faire accompagner sur la migration. Pour les personnes qui, donc, étaient en V6, la possibilité de migrer à vous seul, enfin de faire le projet vous-même sans être forcément accompagné, avec les conditions que j'ai citées juste avant. Voilà. Une petite précision pour Myriam par rapport à la dernière question qui a été posée. Pour pouvoir installer les projets dans une V6, faut-il néanmoins quand même conserver le designer en V5 parce qu'il y a un export XML préalable à faire pour ensuite pouvoir le récupérer sur la V6 ou la V7, quel que soit le designer, parce que la mécanique est la même en fait. Hein. Donc voilà, là clairement, quand c'est comme ça, vous conservez quand même l'ancien environnement pour pouvoir vous permettre de faire les exports préalables. Il y a une version V5 à respecter pour les migrations, préalablement. C'est pour ça qu'on ne peut pas passer de V4 à V5, et même dans la V5, il faut que le designer V5 soit à jour pour permettre l'export au format XML des projets à migrer. Donc voilà pour la partie migration. Je pense que c'est le plus important des... Enfin, j'espère que c'est clair. Sinon, enfin, on n'a pas forcément plus d'éléments à vous apporter si ce n'est ce qu'on vient de vous donner. Sinon, j'ai un autre point qu'a évoqué Ludovic pendant la présentation, c'est la partie modèle abstrait. Je voudrais simplement revenir sur quelques précisions. Aujourd'hui, on a décidé de ne pas réimplémenter dans le designer HTML cette partie modèle abstrait pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, comme Ludovic l'a dit, le Worky On Air, il permet aujourd'hui de maintenir le designer Flash et de continuer à cartographier vos processus avec tous les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir faire vos modèles abstraits et de la cartographie aujourd'hui. La deuxième raison, c'est que le temps de développement estimé pour la recréation de ce modèle abstrait est supérieur à 6 mois. Et aujourd'hui, la stratégie de l'entreprise à moyen terme, elle n'est pas orientée sur ce point-là, elle est orientée sur d'autres priorités, telles que la convergence de nos produits du groupe, mais également la simplification de l'expérience de modélisation dans le designer HTML qu'on vient de vous présenter, donc continuer d'améliorer l'accessibilité du designer. Et enfin, la conception d'un nouveau moteur de workflow pour notre suite logicielle. Voilà les axes stratégiques sur lesquels travaille Efalia et plus précisément Worky. Et c'est pour ça, en l'occurrence, qu'on n'a pas réintégré à moyen terme le modèle abstrait dans le designer HTML. Voilà. Je ne sais pas si
si vous avez des questions sur ce point-là, n'hésitez pas. Moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et puis, dernière chose, en ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités. Donc, tout à l'heure, Ludovic parlait de la documentation qui était très liée au modèle abstrait. Donc, nous, de notre côté, en fait, on est remonté aux besoins que venait compléter cette génération de la documentation et de la publication HTML dans le designer Flash, et on s'est rendu compte qu'en fin de compte, cette problématique, elle y était liée au fait de pouvoir faire facilement sa documentation à l'aide des éléments qui se trouvaient à l'intérieur du designer. Donc, dans ce sens, plutôt que de réimplémenter telle quelle dans le nouveau designer cette fonctionnalité, on a décidé de venir implémenter des fonctionnalités qui permettent de faciliter l'extraction des éléments du designer pour les mettre dans votre spécification ou dans vos documentations utilisateurs, projets et ainsi de suite. Et en ça, nous sommes en train de travailler, donc c'est en cours de développement, la possibilité d'exporter des graphes. Donc, j'ai vu qu'il y avait une question tout à l'heure, l'export des graphes en taille réelle pour pouvoir récupérer finalement votre graphique, pas en petit avec une simple capture d'écran, parce que ça, vous pouvez tout à fait le faire, mais plutôt avoir vraiment le graphique en entier en taille 1:1 directement dans votre spécification. Et la deuxième chose, c'est la possibilité d'exporter des listes de recherche. Donc ça, je vais développer, ça lié la recherche. Donc, c'est une fonctionnalité qui n'est pas encore implémentée. Donc, dans la recherche, vous avez vu, Ludovic vous a montré la recherche. Elle fonctionne de la même manière que celle que vous aviez avant. Avant, vous aviez aussi la possibilité de rechercher des éléments dans des listes, les listes de connecteurs, les listes de procédures, etc. Cet élément-là ne sera pas repris tel quel dans le nouveau designer. En revanche, dans la partie recherche que vous avez vue, nous sommes en train d'implémenter une fonctionnalité qui va vous permettre de filtrer et de trier votre recherche par type d'objet. Et donc ainsi, vous pourrez soit simplement retrouver la liste de tous vos connecteurs, ou bien vous pourrez coupler votre recherche plein texte, donc le nom d'un connecteur par exemple, avec le fait que par son type, de dire en fait je suis en train de rechercher par exemple demandeur et je recherche dans rôle parce que je veux uniquement les rôles. Donc cette partie-là, donc on complète la partie recherche avec la fonctionnalité de recherche par type d'objet, et à la suite de ça, on va réaliser une intégration pour exporter ces listes de recherche. Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que les listes étaient très utilisées pour les intégrer dans la modélisation, pour pouvoir renseigner à l'intérieur de votre documentation l'ensemble des éléments qui sont attraits, par exemple, lister tous les connecteurs, ou bien lister tous les rôles, ou bien lister tous les champs du formulaire. Et bien en fait, en pouvant exporter vos listes de recherche, vous pourrez complètement réintégrer ces listes à l'intérieur de votre spécification. Voilà, j'espère que pour ces éléments, c'était clair pour vous. Juste un petit mot par rapport à ce qu'Océane vient de vous expliquer. Personnellement, j'y suis très favorable parce qu'avant, dans les anciens designers, la recherche des items au niveau des listes se faisait dans un menu différent de celui de la recherche. Et là, en fait, le fait d'homogénéiser les deux permettra d'être plus efficace, c'est d'avoir les deux informations à un seul et même endroit. Et je crois, alors sans vouloir trop m'avancer, Océane, si je dis une bêtise, tu m'arrêtes, on pourra aussi exporter ces résultats. Oui, c'est ce que je viens de dire, oui, exactement. Voilà. Donc, dans un temps 2. L'export de ces résultats, c'est assez important parce qu'on a cette demande-là qui est assez récurrente de la part de l'ensemble de nos clients parce qu'ils veulent le conserver ou l'envoyer à d'autres personnes qui modélisent. Il y a souvent plusieurs individus qui modélisent et donc quand la question est posée, même pour nous, lorsqu'on fait un travail de migration, avoir ces informations-là sur le papier est très importante. Donc, c'est quelque chose qui est assez précieux. Et dernière question, je vois que Serge, vous demandez la roadmap globale. Alors, ce que je peux vous inviter à faire dans un premier temps, c'est nous rejoindre lors de la on a mis en place des sessions de Digital Day. Il y a une session spécifique roadmap Efalia qui a lieu le 2 juillet, si je ne me trompe pas sur la date.
Je vais juste vous confirmer ça. Tout à fait, Océane, c'est le 2 juillet à 14h. Voilà, le 2 juillet à 14h. Donc, je vous invite à nous rejoindre pour avoir plus de détails sur la roadmap Efalia, pour le coup. Et donc, sera expliqué à l'intérieur la roadmap produit Worky. Sinon, on est en train de travailler une manière de vous communiquer la roadmap globale aux clients et on essaye d'homogénéiser ça pour l'ensemble des produits. Donc, c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Enfin, on va essayer de trouver quelque chose qui nous convient pour tous les produits pour vous la communiquer ensuite. Mais c'est prévu. On a prévu de vous communiquer concurrence sur la communication de cette roadmap produit en externe pour vous les clients. Voilà. Il n'y a qu'une chose, si je peux me permettre, que j'ai oublié de vous montrer, justement en parlant de ça, ça me fait tilter sur un point que j'ai oublié, Océane, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous repartager mon écran. Je vous avais parlé d'une nouvelle documentation, donc voilà aujourd'hui le type de documentation qu'on va avoir à l'écran. Je ne sais pas si vous voyez tous mon écran. Voilà, si ça y est, on le voit maintenant. Donc vous voyez, l'objectif, c'est que là, vous avez ici aujourd'hui une nouvelle documentation avec des nouveaux items et avec un nouveau sommaire, un nouveau glossaire. D'accord? Donc vous pouvez aller dessus et directement aller rechercher ce qui vous intéresse. Comment est-ce qu'on se connecte à Worky? Qu'est-ce que le panorama? Qu'est-ce que la surveillance? Et donc, on a comme ça une documentation qui est quand même un petit peu plus à jour. Et donc, cette documentation-là va de pair aussi avec les nouvelles versions. Ça, j'avais oublié de vous le préciser. Donc, je profite de l'occasion parce que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais je profite de l'occasion de vous montrer ça. Et chaque item aura en fait sa documentation en correspondance. Donc, je ne sais pas si elle est encore en ligne, mais en tout cas, voilà, elle est quasiment terminée. Donc, bientôt, elle sera en ligne, elle sera à disposition. Désolé, j'ai un petit souci de mot de passe. Mais voilà, c'était pour vous donner un petit peu la physionomie de la nouvelle interface de support et de documentation qu'on aura aussi également. Tout à fait. Et pour appuyer ça, il y a des... donc, normalement, vous avez dû recevoir, en tant que client, vous avez dû recevoir vos accès pour pouvoir accéder à cette plateforme donc de documentation. Il y a eu un bel effort de l'ensemble de l'équipe qui a été fait pour remettre à jour toute la documentation sur ce nouveau designer HTML. Donc, n'hésitez pas à vous référer à celui-ci dès que vous posez des questions. Ou bien, si vous avez d'autres questions qui ne sont pas répondues, de nous faire remonter ces différents éléments pour que nous, on puisse améliorer cette documentation et vous apporter des précisions sur vos problématiques. Voilà. Et il y a des chances aussi, c'est pas encore acté, mais il y a des chances que cette roadmap produit soit disponible sur ce même support pour éviter de multiplier les supports de communication qu'on vous envoie. L'idée, c'est de mettre sur ce portail de documentation les roadmaps produits. Voilà, au moins on centralise tout. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Effectivement, je crois que vous avez été très clair et que vous avez répondu à toutes les questions. J'ai rajouté le lien vers les Digital Sessions pour vous inscrire, notamment à cette Digital Session de la roadmap produit. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour, à regarder les sujets qui vous intéressent et à vous inscrire. Et puis, on vous enverra le replay de ce webinaire très prochainement. N'hésitez pas également à nous contacter si vous avez plus de questions. On vous recontactera pour vous donner toutes les précisions nécessaires. Voilà. Et ben, je crois que nous n'avons pas plus de questions. Super. Ben, merci beaucoup à tous, en tout cas, pour votre participation. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée. Au revoir, merci. Au revoir.